Yo les futurs P2, moi c'est Lucas, un de vos 4 tuteurs d'anatomie pour ce second semestre. Je vais être chargé de vous faire le cours sur l'appareil digestif, mais avant ça je vous conseille vraiment de voir nos vidéos avant de voir celles sur Moodle. Ça permet d'avoir une première approche et une vision globale pour faciliter l'apprentissage, et aussi d'aller 100% au cours en présentiel, c'est hyper important, indispensable, primordial, et sur ce on va commencer la vidéo. Je vous souhaite bon courage et j'espère surtout que les schémas vont vous plaire. Dans un premier temps, on va parler de la topographie générale du tronc, c'est-à-dire la configuration. On va voir qui est quoi et où situé par rapport aux autres organes en regardant leur disposition. Dans l'ordre du tube digestif, on retrouve la cavité buccale en communication avec le pharynx, qui va donner ce long tube tuyau musculaire digestif qui va traverser le thorax, qui est l'œsophage thoracique d'environ 40 cm, donnant une petite portion intra-abdominale de 3 cm avant de se jeter dans l'estomac. L'estomac qui va donner suite à l'intestin grêle composé de 3 parties. Tout d'abord le duodénum lui-même divisé en 4 parties, D1, D2, D3 et D4. Il va ensuite donner le jéjunum qu'on peut voir ici avec ses portions horizontales, qui va donner ensuite la portion terminale de l'intestin grêle, l'iléon, avec ses portions verticales. Il va se jeter ensuite dans le côlon droit ascendant au niveau du cécum, qui est le diverticule du côlon droit ascendant. Et on peut voir aussi juste ici l'appendice en bas, qui est le diverticule du diverticule cécal. Le côlon droit ascendant va se poursuivre par le côlon transverse. On peut voir cette portion horizontale du côlon. Il va ensuite donner le côlon gauche descendant, cette fois-ci qui va se poursuivre par le côlon sigmoïde, avant de donner le rectum, qui est la portion terminale dilatée du tube digestif, qui va s'ouvrir au niveau cutané par l'anus. On peut voir au niveau de la cavité abdominale qu'elle est divisée en 2 étages de part et d'autre du côlon transverse. Nous avons l'étage supramésocolique avec notamment le foie, l'estomac et la rate, et l'étage inframésocolique avec notamment le côlon et l'intestin. Après la disposition des organes, on va maintenant parler de topographie de surface, notion très importante pour situer les douleurs, orienter le diagnostic, mais aussi s'exprimer de manière universelle et précise car tous les médecins utilisent ce langage. On va voir que le tronc est séparé en deux par un muscle plat de la respiration, le diaphragme thoraco-abdominal, qui a une forme de double coupole asymétrique. On peut le voir, le sommet de la coupole droite affleure le mamelon droit et plus haut, notamment à cause du foie, que le sommet de la coupole gauche qui est plus bas de 2 à 3 travers de doigts en dessous de la ligne bimamelonaire. Au-dessus donc de ce diaphragme thoraco-abdominal, on a le thorax et en dessous du diaphragme thoraco-abdominal fermé en bas par le diaphragme pelvien, on retrouve l'abdomen. On va avoir maintenant 4 lignes imaginaires cutanées d'anatomie de surface qui permettent de délimiter cet abdomen. Ce sont des lignes imaginaires mais qui restent logiques tout de même grâce à des éléments anatomiques. On a une ligne horizontale bimamelonaire qui passe par les 2 mamelons, la ligne bisous-costale qui relie les 2 rebords costaux, les côtes, et la ligne bi-iliaque horizontale qui relie les 2 proéminences osseuses antérieures de l'os coxal du bassin, que sont les épines iliaques antéro-supérieures. Vous inquiétez pas, vous reverrez ça en un petit bassin. Et ensuite, les lignes médio-claviculaires, médio, qui passent au milieu de la clavicule, très important en dedans des mamelons. Ces lignes vont permettre de délimiter 3 sous-régions de la cavité abdominale. La région thoraco-abdominale entre la ligne bimamelonaire et la ligne bisous-costale, comprenant à la fois des viscères thoraciques et abdominaux. Donc cela veut dire que toute lésion traumatisante de cette région thoraco-abdominale peut à la fois léser des viscères thoraciques, comme le cœur ou les poumons, mais aussi abdominaux, comme le foie, juste ici, et l'estomac par exemple. Ensuite, on a la région abdominale à proprement parler, entre la ligne bisous-costale et la ligne bi-iliaque, avec par exemple l'intestin grêle et le côlon. L'intestin grêle, pardon, et le côlon. Et ensuite, on a la région abdominopelvienne qui va être sous la ligne bi-iliaque,
c'est une cavité pelvienne avec les organes génitaux, d'accord, qui est en continuité du coup avec la partie basse de la cavité abdominale. Maintenant, on va voir que ces lignes délimitent aussi 9 cadrans au sein de la cavité abdominale. Cadrans, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très importantes pour situer les lésions. On a en haut à droite l'hypochondre droit, hypo, sous et chondre qui fait référence au cartilage des côtes, donc sous les côtes, en profondeur des côtes, l'hypochondre droit, avec le foie qui occupe la quasi-totalité, la totalité carrément, et qui peut des fois se prolonger jusqu'à l'hypochondre gauche. Ensuite, le cadran supérieur médian, l'épigastre, avec le lobe hépatique gauche et une partie de l'estomac. Ensuite, l'hypochondre gauche avec la rate, cet organe lymphoïde qui n'est pas un organe digestif. Ça n'appartient pas du tout au type digestif et le foie et la rate ne sont pas palpables lors de situations physiologiques. On a aussi la grosse tubérosité de l'estomac dans l'hypochondre gauche. Ensuite, on a la région péri-ombilicale autour de l'ombilic qui est représentée par la quasi-totalité par l'intestin grêle. Ensuite, de part et d'autre de cette région péri-ombilicale, nous avons les flancs droit et gauche, avec respectivement au niveau du flanc droit le côlon droit et respectivement au niveau du flanc gauche le côlon gauche descendant. Et on peut voir aussi que l'angle colique gauche remonte au niveau de l'hypochondre gauche. Ensuite, nous avons le cadre inférieur médian, l'hypogastre, avec l'intestin grêle qui se prolonge dans cet hypogastre, également le côlon sigmoïde, faisant suite au côlon gauche descendant. De part et d'autre de cet hypogastre, on a les fosses iliaques droite et gauche, avec en fosse iliaque droite le diverticule sécal et son diverticule l'appendice, et en fosse iliaque gauche le côlon gauche descendant. Je le répète encore une fois, ces 9 cadrans servent de repères et sont très importants en anatomie digestive. Lorsque l'on va opérer l'abdomen, on va faire une incision en croix. Ensuite, on va placer des écarteurs, des valves en tirant sur la paroi de l'abdomen pour qu'elle reste ouverte. Sans les valves, on ne pourrait pas voir le foie ni la rate car ils sont cachés par les côtes. Donc là, on peut apercevoir appendu au foie la vésicule biliaire, l'estomac, comme on le rappelle en région épigastrique, la rate, également cachée comme le foie par les côtes, elle a la forme d'un point fermé. On voit aussi une grande nappe graisseuse ici qui est le grand omentum. C'est un tablier qui recouvre les viscères. On peut voir qu'il est appendu à la face inférieure de l'estomac et il est libre dans sa partie inférieure. On peut également voir le petit omentum ici entre le foie et l'estomac. Également le relief du côlon transverse. Lorsque l'on va tirer, on va enlever ce grand omentum et le tirer vers le haut. On va pouvoir apercevoir notre intestin grêle avec les différentes portions du côlon ainsi que le rectum. Nous allons maintenant dans une deuxième partie faire de l'embryologie pour expliquer et comprendre la disposition des organes et les différents agencements du péritoine. À l'origine, sur cette coupe sagittale d'embryon à la 5e semaine de vie, on peut voir que le tube digestif est initialement un tube droit qui deviendra complexe et contourné. Le tube digestif primitif est également dans un même plan sagittal en avant de l'aorte primitive. Si on regarde maintenant la disposition, on a le stomodéum qui est la bouche primitive au niveau des arcs branchiaux, l'œsophage primitif, l'estomac, le duodénum primitif avec l'anse intestinale primitive avec sa branche crâniale beaucoup plus irriguée que sa branche caudale et le bourgeon sécal et enfin l'intestin terminal en regard du diverticule alontoïdien qui sera la future vessie. À ce stade, l'embryon n'a pas de poumon. On peut voir que la masse cardiaque est en avant du septum transversum, qui sera la future ébauche du diaphragme thoraco-abdominal, lui-même en avant du foie, le foie en avant de l'estomac et de la rate, qui est complètement en arrière. La cavité cœlomique va se différencier pour donner l'appareil pleural autour des poumons pour donner la plèvre,
l'appareil péricardique au niveau du cœur qui donnera le péricarde et l'appareil péritonéal au niveau des viscères de l'abdomen qui va donner le péritoine. On va maintenant parler de l'aorte primitive qui va donner 3 artères à destinée viscérale. C'est hyper important, ça tombe en anal. La première artère à destinée viscérale est le tronc cœliaque qui va venir irriguer la rate, l'estomac et le foie par respectivement l'artère splénique, l'artère gastrique gauche et l'artère hépatique commune. Ensuite, on a l'artère mésentérique supérieure qui va venir irriguer avec beaucoup plus de collatéral la branche crâniale et avec moins de collatéral la branche caudale. À retenir que la branche initialement crâniale va être celle qui va irriguer le bord gauche de l'intestin grêle. Et ensuite, on a l'artère mésentérique inférieure qui va venir irriguer l'intestin terminal. Après avoir parlé de l'organisation du tube digestif primitif, on va maintenant voir la mise en place de l'appareil péritonéal. Avant ça, on va faire un petit point de définition, on va voir ce que c'est concrètement le péritoine. Donc c'est une membrane, un vernis qui va venir tapisser et maintenir les viscères entre eux. Il est composé de 2 feuillets qui sont en continuité. En réalité, c'est la même membrane, il n'y en a pas 2. On pourrait plutôt parler de versants, un pariétal et un viscéral. Ici, on peut voir le péritoine pariétal. Donc c'est le versant, la partie de péritoine qui est en regard de la paroi et des gros vaisseaux, qui se prolonge en partie médiane par le péritoine viscéral. C'est le versant de péritoine qui est en regard des viscères. On va pouvoir introduire ce qu'est la cavité péritonéale, qui est une cavité virtuelle, elle n'est pas réelle, c'est-à-dire que physiologiquement, il n'existe pas d'air entre les 2 feuillets de péritoine. Tous les viscères de l'abdomen sont collés, il n'y a pas d'air. Elle est dite virtuelle car on peut la créer en introduisant du liquide par exemple qui fait que les 2 feuillets ne sont plus collés, ou en cas de péritonite, lors de pathologie par exemple, on reverra ça plus tard, ça sera plus clair. Les formations péritonéales ont maintenant différentes appellations. On va voir ce qu'on appelle un méso, qui est un double accolement de 2 feuillets de péritoine viscéral dans lequel circulent des vaisseaux à destinée des viscères. On a également les ligaments, double accolement de péritoine viscéral réunissant 2 organes, et un omentum, formation particulière de péritoine qui réunit les viscères. On va voir maintenant ce qui se passe à l'étage du tronc cœliaque, de l'anse intestinale primitive et de l'intestin terminal grâce à ces coupes transversales en vue de scanner, c'est-à-dire qu'on va voir l'embryon par les pieds. Donc ce qui est à notre droite, c'est la gauche du patient, et ce qui est à notre gauche, c'est la droite du patient. Donc à l'étage du tronc cœliaque, il y a le mésogastre qui entoure l'estomac et qui véhicule le tronc cœliaque depuis l'aorte primitive vers le foie, la rate et l'estomac. Il y a une partie ventrale en avant de cet estomac qui enveloppe le foie, et on peut voir que sa jonction entre foie et estomac donnera le ligament gastro-hépatique. Il y a aussi une partie postérieure dorsale de ce mésogastre en arrière de l'estomac qui entoure la rate. Sa jonction entre estomac et rate donnera le ligament gastro-splénique. Maintenant, au niveau de la coupe transversale de l'anse intestinale primitive, on peut voir qu'il y a le péritoine viscéral qui vient entourer, qui fait le tour de l'intestin primitif et qui rejoint la paroi postérieure. On parle donc d'un méso qui est uniquement dorsal, le mésentère, dans lequel circule l'artère mésentérique supérieure et ses collatérales, ainsi que ses branches. Maintenant, au niveau de l'intestin terminal, on peut voir que c'est la même chose. On a un péritoine viscéral qui va venir entourer l'intestin terminal, et il est en communication avec la paroi postérieure.
On parle uniquement d'un méso dorsal, le mésocolon, dans lequel circule l'artère mésentérique inférieure, bien évidemment. On va maintenant parler du mouvement des viscères lors de l'embryogenèse qui permet de comprendre l'anatomie actuelle des organes telle qu'on la connaît. Donc tout d'abord à l'étage supramésocolique, en effet au cours du développement il va y avoir une rotation anti-horaire des organes de cet étage supramésocolique autour d'un axe crânio-caudal donc qui va être vertical. On peut voir une migration rapide du bourgeon hépatique vers l'hypocondre droit, du bourgeon de la rate vers l'hypocondre gauche et de l'estomac qui était antérieurement dans un plan sagittal et maintenant dans un plan frontal, et l'aorte qui ne migre pas. Les feuillets de péritoine de la même manière vont suivre les viscères. Il se forme un diverticule, ici c'est une poche au sein de la cavité péritonéale, c'est la bourse omentale. On peut voir que c'est cet espace péritonéal qui est situé en arrière de l'estomac et en arrière des ligaments, les ligaments eux-mêmes formés par la migration des viscères. Donc le ligament gastro-hépatique qui va réunir le foie et l'estomac. On a aussi le ligament gastrosplénique et le ligament falciforme entre le foie, la paroi antérieure de l'abdomen et en haut le diaphragme thoraco-abdominal. On a également la formation d'omentum, comme on le rappelle, ce sont ces formations particulières de péritoine qui réunissent les viscères. On a le petit omentum qui est l'autre appellation du ligament gastro-hépatique. Et on a aussi la formation du grand omentum qui est cette vaste nappe graisseuse accrochée à la grande courbure de l'estomac et qui recouvre le côlon transverse. Il est libre dans sa partie inférieure et recouvre les viscères de l'étage inframésocolique. On va maintenant voir ce qui se passe au niveau de l'étage inframésocolique. Donc on le rappelle, l'anse intestinale primitive est centrée par l'artère mésentérique supérieure avec plus de collatéral artériel pour la branche initialement crâniale que caudale. Elle va effectuer 3 rotations de 90 degrés dans le sens anti-horaire, on le rappelle autour de l'artère mésentérique supérieure. Initialement, le bourgeon sécal il va être situé en région hypogastrique. Après une première rotation, il va se situer dans l'hypocondre gauche, ensuite dans l'hypocondre droit et caudalement droit en fosse iliaque droite. Au total, le bourgeon sécal aura effectué une rotation de 270 degrés. On peut voir que la branche initialement crâniale va être caudale et la branche initialement caudale ici va être en position crâniale. Donc il y a plus de branches artérielles de l'artère mésentérique supérieure sur la branche initialement crâniale qui est maintenant devenue caudale. C'est grâce à ces rotations que le côlon droit est à droite, que l'appendice du cécum est en fosse iliaque droite. Également, lors de la rotation, il va y avoir une inversion des faces du mésentère, de la même manière que le bourgeon sécal va être dans l'hypocondre gauche et va passer dans l'hypocondre droit. Il y a des inversions de tous les organes. La branche initialement crâniale de l'anse intestinale primitive va donner la partie principale de l'intestin grêle qui va être vascularisée par l'artère mésentérique supérieure. La branche initialement caudale de l'anse intestinale primitive, elle va donner la partie terminale de l'intestin grêle, le cécum, l'appendice, le côlon ascendant droit et la moitié droite du côlon transverse. Ces éléments seront également vascularisés, on le rappelle, par l'artère mésentérique supérieure et l'intestin terminal qui donnera la moitié gauche du côlon transverse, le côlon descendant gauche, le côlon sigmoïde et le rectum, eux-mêmes vascularisés par l'artère mésentérique inférieure. En revanche, il peut y avoir des anomalies de cette rotation, par exemple des hyporotations inférieures à 270 degrés, mais aussi des hyperrotations supérieures à 270 degrés ou alors des anomalies du sens de rotation. On va maintenant parler de l'estomac qui débute après l'œsophage abdominal et qui se termine au niveau du pylore. Le pylore, qu'est-ce que c'est? C'est un sphincter à la jonction entre l'estomac et le duodénum. C'est un épaississement palpable que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Des fibres circulaires musculaires de la musculeuse. Il a pour rôle une régulation du flux digestif en se contractant entre l'estomac et le duodénum. L'estomac, c'est cette poche très acide étalée dans un plan frontal qui a un rôle très important dans la digestion. En effet, c'est là où a lieu la première digestion chimique des aliments.
les cellules gastriques vont sécréter de l'acide chlorhydrique qui va aller venir attaquer les aliments et créer un pH optimal pour l'action de certaines enzymes. On va maintenant voir la morphologie particulière du foie. En effet, on peut reconnaître une petite courbure droite au niveau du bord droit, c'est l'angulus en regard du tronc cœliaque, en regard de T12. Et à l'opposé, on reconnaît la grosse tubérosité gastrique au niveau de son bord gauche. On le rappelle, les aliments sont mâchés dans la bouche, déglutis dans le pharynx, propulsés dans l'œsophage thoracique puis abdominal, avant d'être déversés dans la poche gastrique. On va distinguer trois parties à cet estomac. Le fundus, la partie supérieure, cette poche à air gastrique qui est souvent remplie d'air. Ensuite, on a le corps, cette proéminente partie verticale. Et ensuite, l'antre, cette portion allongée, horizontale. On va également distinguer trois couches à cet estomac. De l'intérieur vers l'extérieur, on retrouve la muqueuse, la couche la plus profonde, très solide, avec des plis gastriques, comme on peut le voir, composée de cellules gastriques qui vont sécréter l'acide chlorhydrique pour attaquer les aliments. Elles sont notamment très résistantes donc à l'acidité. Ensuite, sous cette muqueuse, on retrouve la sous-muqueuse dans laquelle on peut voir des vaisseaux, les artères, les veines et les lymphatiques pour irriguer l'estomac, car en effet, l'estomac est un des organes les plus irrigués du corps humain. Ensuite, on va retrouver la musculose gastrique, la couche la plus externe, la plus superficielle, qui va permettre à l'estomac de se contracter pour pousser le bol alimentaire vers le duodénum. Sur tout le tube digestif, tout le long, on va retrouver deux couches musculaires, une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe, mais cependant, au niveau de l'estomac, on va retrouver une troisième couche oblique supplémentaire. On va maintenant parler de la vascularisation de l'estomac qui est très importante car l'estomac est un des organes les plus vascularisés du corps humain, notamment pour assurer sa fonction de sécrétion de l'acide chlorhydrique et pour faire fonctionner son importante musculature. On reconnaît au niveau de l'angulus, cette petite courbure droite de l'estomac, le tronc cœliaque en regard de T12. Le tronc cœliaque, c'est la première branche à destinée viscérale de l'aorte abdominale. Je me répète, c'est hyper important, le tronc cœliaque en regard de T12 est la première branche à destinée viscérale de l'aorte abdominale. Le tronc cœliaque va présenter lui-même trois branches principales que sont l'artère hépatique commune, l'artère gastrique gauche et l'artère splénique. On va commencer avec l'artère hépatique commune qui va venir irriguer le foie. Elle prend le nom d'artère hépatique propre après et uniquement après avoir donné l'artère gastro-duodénale qui va venir passer en arrière du D1 pour irriguer le duodénum et le pancréas. Elle va également donner l'artère gastro-omentale droite que l'on reverra juste après. On va maintenant parler de l'artère gastrique gauche qui va venir irriguer la jonction œsogastrique ici avec notamment des branches œsocardiotubérositaires. Elle va également donner deux branches qui vont venir longer cette petite courbure de l'estomac, comme on peut le voir, qui vont passer en avant et ici en arrière. On peut distinguer le cercle artériel de la petite courbure formé par l'union entre les deux branches de l'artère gastrique gauche, qui passe en avant et en arrière, et l'artère gastrique droite qui provient de l'artère hépatique propre. L'artère gastrique droite, anciennement appelée artère pylorique, c'est pas très important, mais cela souligne le fait qu'elle irrigue ce pylore. On va maintenant parler de l'artère splénique. On peut le voir, elle est très sinueuse, elle est postérieure à l'estomac, elle passe en arrière et va venir irriguer la rate. Elle donne notamment l'artère gastrique postérieure qui va venir irriguer en remontant la face postérieure de l'estomac. L'artère splénique va également donner 5 vaisseaux droits, courts, au niveau de la fin de l'artère splénique. L'artère gastro-omentale gauche est également issue de l'artère splénique et on peut distinguer le cercle artériel de la grande courbure de l'estomac formé par la réunion de l'artère gastro-omentale gauche qui provient de l'artère splénique avec l'artère gastro-omentale droite qui provient de l'artère gastro-duodénale.
On peut voir que ce cercle artériel va venir irriguer la grosse tubérosité avec la formation de plein de petits vaisseaux courts. Il est donc très important de connaître cette vascularisation gastrique car elle est importante à savoir lors des complications hémorragiques qui peuvent avoir lieu en cas d'ulcère. Lorsque l'estomac va sécréter notamment trop d'acide qui va venir ronger la muqueuse risquant de créer une hémorragie voire de perforer la paroi gastrique avec des saignements digestifs. On a donc vu tout à l'heure que l'estomac était un organe qui sécrétait de l'acidité et il faut donc que cette acidité reste à l'intérieur de l'estomac. C'est pour cela que nous allons étudier la jonction œsogastrique, encore appelée région du cardia. La jonction œsogastrique du hiatus œsophagien se trouve entre l'œsophage abdominal et l'estomac. Elle permet la continence cardiale de l'acidité gastrique, c'est-à-dire la capacité à retenir, à ne pas laisser passer l'acidité. Cela grâce à un système anti-reflux extrêmement important qui garde l'acidité dans l'estomac et évite qu'elle ne remonte dans l'œsophage. La région du cardia, elle est en regard de la colonne vertébrale, elle y est donc médiane. Au niveau de la traversée œsophagienne à travers le hiatus œsophagien, ici, formé par les piliers musculaires du diaphragme, en regard de T10. Lors de reflux gastro-œsophagien, qui sont des remontées anormales de l'acidité gastrique, on a une altération de cette région du cardia. Cela est très désagréable et ça peut mener à une œsophagite, c'est-à-dire une inflammation de l'œsophage, et après ça peut donner une endobrachie de l'œsophage. Endo ça veut dire à l'intérieur, brachie ça veut dire court, et œsophage, donc un œsophage court à l'intérieur, c'est-à-dire une transformation de la muqueuse œsophagienne en une muqueuse gastrique pour pouvoir se protéger contre l'acidité, car physiologiquement, la muqueuse de l'œsophage n'est pas faite pour résister à de telles acidités. Et avec le temps, ça peut empirer en cancer. Cependant, il y a un certain reflux physiologique de reflux. En effet, quand on mange trop, on l'a déjà tous eu, on a des remontées désagréables et acides. Ben c'est ça, c'est pas forcément toujours pathologique. La démarcation entre la muqueuse gastrique et œsophagienne, elle est visible en endoscopie œsophagienne. Elle est appelée ligne Z. Et en cas de pathologie, on va pouvoir apercevoir des anomalies de cette ligne. Maintenant, on va vite fait voir les liens entre le diaphragme et cette jonction œsogastrique, mais vous inquiétez pas, le diaphragme il sera revu dans les cours de Jules en long, en large et en travers, donc vous inquiétez pas, vous allez bien pouvoir le voir. Donc le diaphragme c'est quoi? On le rappelle, c'est ce muscle plat de la respiration qui va diviser le tronc en deux parties. Sur le schéma, on peut voir une portion horizontale fibreuse fixe qui est le centre phrénique en regard en général de T8, T9 et une portion qui va plus nous intéresser, cette portion verticale lombale musculaire charnue qui est la pente diaphragmatique. On peut voir que l'œsophage thoracique juste ici va traverser le diaphragme ici en regard de T10 au niveau du hiatus œsophagien musculaire formé par les piliers musculaires du diaphragme. On peut voir ici l'aorte abdominale. En effet, l'aorte thoracique va devenir abdominale en traversant le diaphragme thoraco-abdominal par son hiatus fibreux, ici formé par les piliers fibreux, formé lui-même par le ligament archémédian. Le ligament archémédian, c'est la réunion des piliers fibreux droit et gauche. En regard de T12 pardon, c'est également la naissance du tronc cœliaque, première branche à destinée viscérale de l'aorte abdominale, c'est hyper important. On va revenir sur les piliers musculaires. Il y a deux piliers musculaires qui vont venir s'insérer sur le ligament archémédian. Un pilier musculaire droit qui va venir s'insérer ici sur le pilier fibreux droit et un pilier musculaire gauche qui va passer en arrière du pilier musculaire droit et qui va venir s'insérer également sur le pilier fibreux droit.
il va former du coup, ces deux piliers musculaires vont du coup former le hiatus œsophagien, qui va former une espèce de cravate qui va tirer vers le bas l'estomac. On va maintenant voir les 5 facteurs de continence cardiale, ce système anti-reflux qui va permettre de refouler l'acidité vers l'estomac. Donc tout d'abord, on a l'angle de His qui est entre le bord gauche de l'œsophage et le bord droit de la grosse tubérosité gastrique. La grosse tubérosité gastrique, c'est le fundus, cette poche remplie d'air. Et bien cela va permettre un effet clapé et éviter donc les remontées acides. En effet, lorsque la grosse tubérosité, le fundus va se remplir, ici, il va se rapprocher et venir comprimer le bord gauche de l'œsophage et ça va venir le coincer, le refermer, du coup l'acidité ne pourra pas remonter, elle sera bloquée. On va maintenant voir le deuxième facteur de continence cardiale, le pli cardial ou valvulve de Gubarov. C'est un petit prolongement muqueux ici, formant une valve. Son action va venir compléter, renforcer celle de l'angle de His. On va maintenant parler de la troisième couche musculeuse oblique de l'estomac. En effet, tout le long du tube digestif, on a dit tout à l'heure qu'on allait retrouver seulement 2 couches musculaires. Et bien, au niveau de l'estomac, on en a une troisième. Et cette troisième couche permet de maintenir l'anatomie du cardia en place. En effet, elle va renforcer la jonction œsogastrique. Elle va permettre de maintenir la structure de l'angle de His. Et ici, au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, elle va permettre d'augmenter les pressions au niveau de ce sphincter. On va maintenant voir le quatrième facteur de continence cardiale, le sphincter inférieur de l'œsophage. Donc ce sont des fibres musculaires lisses, non palpables. Contrairement au pylore où c'est palpable, là c'est pas palpable. Cependant, cette manifestation du sphincter, on peut la repérer avec une augmentation des pressions mesurables par manométrie œsophagienne. La pression en bas de l'œsophage va être supérieure à la pression à l'intérieur de l'estomac, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir de reflux parce que c'est comme si on va pousser de ce côté. Donc quand l'acidité va vouloir remonter, elle va être bloquée. On va maintenant parler du 5e facteur de continence cardiale, c'est la position intra-abdominale de la jonction œsogastrique maintenue par les piliers diaphragmatiques. Donc tout d'abord, on va rappeler que dans le thorax, il y a une pression thoracique qui est négative. En effet, lorsque l'on va inspirer, on va créer une dépression thoracique, un phénomène d'aspiration pour faire rentrer l'air. La pression devient alors encore plus négative. L'estomac et les autres organes abdominaux ont tendance à remonter à travers le hiatus œsophagien vers le thorax sous l'effet de la pression thoracique négative. Cependant, ces viscères sont à l'intérieur de la cavité abdominale. Et dans la cavité abdominale, on a une pression qui est positive. Cette pression positive, elle va agir comme un mécanisme de pincement, car quand on a une pression positive, c'est comme si on poussait ici. Donc elle va venir pincer et renforcer le sphincter inférieur de l'œsophage. Donc au lieu d'être aspirée vers la cavité thoracique, la pression abdominale, elle va venir, comme je l'ai dit, pousser. Et quand ça pousse, ça va venir comprimer. Du coup, l'acidité ne va pas pouvoir remonter. De la même manière, qui dit position intra-abdominale est synonyme de position infradiaphragmatique, et lors de la respiration, notamment lors de l'inspiration, le diaphragme va s'abaisser et va venir comprimer cette jonction ici et donc renforcer encore plus la continence. Si ici c'est comprimé, du coup l'acidité ne pourra pas remonter. De la même manière, lorsque l'on inspire, le diaphragme va venir se contracter et en se contractant, il va venir augmenter également la pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. La position intra-abdominale de l'estomac est donc un facteur essentiel de continence cardiale car elle permet de maintenir l'anatomie en place.
Cette position, elle est assurée par par les piliers musculaires du hiatus œsophagien qui vont venir cravater vers le bas cette jonction. On va maintenant parler du bloc duodéno-pancréatique. En effet, le duodénum et le pancréas sont soudés l'un à l'autre. Le duodénum étant décrit comme un cadre autour de la tête du pancréas, un peu comme un pneu autour de sa jante. Le duodénum, c'est cette partie initiale de l'intestin grêle faisant suite à l'estomac. En effet, le duodénum est formé de 4 portions, une première horizontale, le D1 faisant suite au pylore, ensuite le D2 vertical, D3 horizontal et D4 vertical se terminant au niveau de l'angle duodéno-jéjunal, l'angle de Treitz, à la jonction entre duodénum et jéjunum. Le pancréas lui-même est formé de 4 parties. La tête à droite qui va émettre 2 prolongements, un en haut et en arrière du D1, le tubercule mental, et un en bas et au-dessus du D3, le petit pancréas de Winslow, crochet pancréatique ou bien encore processus incinatus. Ensuite, la tête va s'amincir pour former cette jonction rétrécie entre la tête et le corps, c'est l'isthme pancréatique. C'est en arrière de cet isthme pancréatique que va venir se former le tronc-porte. Ensuite, on a donc le corps et la queue. Le pancréas est un organe qui est amphicrine, en effet à la fois endocrine et exocrine. Endocrine car il va sécréter des hormones telles que l'insuline et le glucagon dans le sang, qui vont avoir pour rôle de réguler la glycémie, et aussi exocrine avec la sécrétion de sucre pancréatique, qui contient notamment des enzymes comme des lipases et des amylases, qui vont avoir pour rôle de poursuivre la digestion. On sécrète environ 400 cm3 de sucre pancréatique par jour et il a un aspect eau de roche. Le bloc duodéno-pancréatique est très important car il représente un triple carrefour. En effet, tout d'abord digestif, avec le flux du bol alimentaire mêlé à l'acide chlorhydrique sécrété en permanence par l'estomac. Un deuxième carrefour pancréatique, avec le suc pancréatique, on peut le voir qu'il est véhiculé par des canaux pancréatiques. En effet, on reconnaît le canal pancréatique principal à l'intérieur du pancréas. Il va venir former une brisure, une bifurcation au niveau de la tête pour donner le canal pancréatique accessoire. Le canal pancréatique principal va se continuer et s'aboucher à la face médiale du D2 au niveau de ce que l'on appelle la papille majeure. De la même manière que le canal pancréatique accessoire va s'aboucher à la face médiale du D2, cette fois-ci au niveau de la papille mineure. On va retrouver maintenant un troisième flux, carrefour, maintenant biliaire. En effet, la bile est sécrétée par le foie, environ 1,5 litres par jour. Elle va être stockée entre les repas dans cette réserve en forme de poire qu'est la vésicule biliaire. En effet, bien en haut et à droite du bloc duodéno-pancréatique. On peut voir des canaux biliaires hépatiques qui émanent à la face inférieure du foie, un à droite et un à gauche, qui vont venir se réunir au niveau de la confluence biliaire supérieure pour former la voie biliaire principale. Le conduit cystique ou la voie biliaire accessoire qui part de la vésicule biliaire va venir rejoindre cette voie biliaire principale au niveau de ce que l'on appelle maintenant la confluence biliaire inférieure pour venir former le canal cholédoque. Canal cholédoque qui va venir passer en arrière du D1 et en arrière de la tête du pancréas pour venir s'aboucher au niveau de la papille majeure. Ce petit cercle, ici cette région, va s'appeler l'ampoule pancréatico-biliaire de Vater, qui n'est ni plus ni moins que le canal formé par la réunion du canal cholédoque et du canal pancréatique principal. On peut voir que cette ampoule de Vater est engainée par le sphincter lisse d'Oddi, qui est un muscle qui permet de réguler l'arrivée de bile, mais également de suc pancréatique à l'intérieur du D2. La bile et le suc pancréatique vont s'auto-activer une fois arrivés dans le D2, de sorte à ce que le contenu alimentaire soit attaqué par le mélange de ces sécrétions.
En effet, les grains de zymogène, ce sont des enzymes inactives présentes dans le suc pancréatique. Elles vont s'activer une fois qu'elles vont rentrer en contact avec la bile. C'est notamment le rôle des sels biliaires qui permettent l'émulsification des lipides, mais aussi l'activation des enzymes digestives telles que les lipases qui vont venir agir sur ces lipides. Ceci correspond donc à une seconde digestion. Je vous le rappelle, la première digestion qui était chimique par l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac qui nous donnait la chyme. Et ici, on aura une seconde digestion, cette fois-ci enzymatique, correspondant à la fonte des aliments par le complexe bilio-pancréatique qui va donner la chyle. La fonte va permettre l'absorption des nutriments ensuite dans l'intestin.